Jean-Luc Paliès, Conversation sur l'infinité des passions, c'est un espace volontairement restreint, des contraintes donc pour la mise en scène. Oui, c'est-à-dire que le propos était effectivement d'essayer d'aborder la notion de théâtre de salon, après avoir fait du théâtre grand espace avec les amants magnifiques et du théâtre aussi petit espace avec des formes telles que le théâtre à domicile. Ça me paraissait intéressant d'aborder la forme théâtre de salon. Et donc j'ai commandé une pièce à Louise d'Outreligne, Conversation sur l'infinité des passions, et la gageure était d'essayer de faire du théâtre effectivement sur 4 mètres 50 carrés, de façon à essayer de donner dans un espace tout à fait réduit, en essayant de retrouver l'intimité du salon, donner la quintessence de l'écriture au travers, je dirais, d'éléments de mise en scène relativement simples, sobres, de petits éléments, quelque chose qui soit de l'ordre de la musique de chambre, en quelque sorte, au théâtre. J'ai fait du théâtre avec 3 romans. Et je me suis beaucoup amusée à essayer de retrouver le style du XVIIe, le style du XVIIIe et le style du XIXe siècle. J'ai découvert, grâce à un ami bibliothécaire qui s'appelle Monsieur Christian Gomy, j'ai découvert une dame que je ne connaissais pas du tout, qui s'appelle Madame de Villedieu, qui était du XVIIe siècle, donc, qui était une dame écrivain, pensionnée par le roi, qui est assez rare quand même à l'époque. Et j'ai découvert d'abord sa correspondance amoureuse, puisqu'elle était amoureuse du monsieur de Villedieu en question, et puis surtout son roman, Les désordres de l'amour, que j'ai beaucoup aimé, beaucoup lu, et finalement je suis partie de la dernière partie du roman, qui est un très long roman, un roman de fleurs, pour écrire la première partie des conversations. Madame, ce n'est point assez pour vos charmes que votre amant soit bien amoureux. Il faut encore que cet amour ne vous fasse point honte. Et que la qualité de grand capitaine soutienne celle d'amant. Cette ambition est noble, mais elle n'est pas ici dans son lieu. Elle peut servir à soulager un amant des chagrins de l'absence, mais quand il aime bien, elle ne fait point les entretiens de son départ. Vous ne m'aimez plus, Gévry, et soit que le dégoût ou un trop grand désir d'acquérir de la gloire se soit emparé de votre cœur, je m'aperçois que quelque chose m'enchasse. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir, madame, pour vous persuader que vos soupçons sont mal fondés. Je ne suis pas moins juste dans mes soupçons que dans le jugement que je fais de toute cette aventure. Vous cesserez de m'aimer, Gévry. Vous vous mettrez des chimères en tête pour mademoiselle de Guise, et je connais à l'air dont vous me parlez que cette prédiction est déjà fort avancée. Mais mon ami, combattez plus d'une fois avant que de vous rendre. Mademoiselle de Guise est d'une maison impérieuse, et il lui faut pour époux un souverain étranger ou un prince de sang. N'en attendez aucune complaisance qui puisse trahir cet espoir. Et songez que c'est une méchante destinée pour un homme accoutumé aux tendresses de sa maîtresse que de filer l'amour infructueux auprès d'une jeune personne qui ne le repaît que d'idées. Adieu, monsieur. Monsieur du Gévry. Oui, monsieur. J'ose vous nommer des noms de... J'ose vous nommer des noms de... Parjure. Parjure. Léger. Léger. Ingrat. Ingrat. Vous avez cru, Vous avez cru. par la négligence que vous mettez à répondre à mes lettres, Par mes lettres. me rebuter de vous écrire. Vous rebuter de vous écrire. Mais Madame, je vous avoue sincèrement que je n'ai plus d'amour pour vous. J'en suis fâché. avoir qu'un amour ordinaire pour aimer un amant qui vous aime. Ma tendresse étant beaucoup plus parfaite et capable aussi de plus grands efforts, je vous aimerais ingrat et méprisant comme je vous aimais ardente et fidèle. Madame, je me reproche comme un crime l'ingratitude où je me trouve forcé. J'aime mademoiselle de Guise jusqu'à la fureur. Et je suis capable des derniers effets du désespoir si je la vois me préférer un rival de la qualité. Vous serez bientôt mangé. Et vous ne m'aurez pas appris inutilement la funeste nouvelle que vous êtes venu me dire. Vous reviendrez quelques jours à moi. Il est impossible que tant d'amour et tant de constance ne touchent enfin votre cœur. Vous connaîtrez la différence d'une amante de mon caractère et d'une jeune personne sans amour et honteux
de votre aveuglement, vous voudrez le réparer par une ardeur plus violente encore que la première. Ne vous repaissez point de cette chimère. Un amour qui meurt ne renaît point. Et s'il faut vous avouer toutes mes indifférences, je pense que j'aimerais plutôt une troisième personne que je ne retournerai à vous. Pousse tes duretés plus loin et ajoute que tu me hais plus que tu ne m'as aimé. Je ne t'en aimerai pas moins. Ma fatale passion n'a besoin d'aucun espoir pour résister. Tu ne m'en dois aucune reconnaissance. Ce n'est pas un amour volontaire, mais tu m'en dois quelque pitié de ce que les astres me traitent avec tant de rigueur. Madame, il n'y a rien que je n'eusse voulu faire pour vous voir dégager du malheureux baron de Givry. Je ne sais plus le vôtre, monsieur. Je n'oserais pas deviner celui de mademoiselle de Guise, une si grande princesse. Néanmoins, lors de mon dernier voyage vers elle, bien que méprisante et irritée de ma présence, je lui dis: où es-tu, Givry, mademoiselle? Vous auriez dû avoir plus d'égard pour un homme qui m'était si cher et si nécessaire. Mais la perte que vous en faites vous en punit assez. La nature ne fait pas tous les jours des gens du caractère de Givry. Et quelque beauté que vous ayez, mademoiselle, vous aurez de la peine à retenir dans vos fers un captif de cette importance. Elle ne fit que sourire de mes reproches. Depuis, je suis tombée dans une langueur qui ne s'achèvera qu'avec ma vie. Je vous prie donc, monsieur, de ne pas me répondre, ni de me visiter. Ainsi finissent presque toutes les personnes qui s'abandonnent sans réserve au cruel désordre de la passion. Alors, pour le XVIIIe siècle, je suis partie d'un écrivain qui s'appelle Crébillon fils. Je me suis un petit peu surtout fixée sur le rapport d'un jeune homme avec une femme d'âge mûr. Et si vous voulez, c'est l'éducation sentimentale du jeune homme par cette femme d'âge mûr qui est l'amie de sa mère. Comme ça se faisait souvent à l'époque. Et donc, on voit toute l'évolution. Ce qui est assez intéressant, que j'ai voulu garder quand même dans l'adaptation théâtrale, c'est que on voit non pas le jeune homme dans son âge de jeune homme, mais on voit le jeune homme une fois qu'il a 35 ans et qui raconte à son ami Versac, qu'on ne voit pas dans le spectacle, qu'on voit beaucoup dans le roman, comment, finalement, quand il était jeune, il a été initié au plaisir et aux égarements et aux déboires de l'amour par cette femme d'âge mûr qui s'appelle Madame de Lurset. C'est dommage que cette idée soit ridicule. Par sa nouveauté, peut-être, elle ferait fortune. Quoi? Il est humiliant pour un homme de dire qu'il aime? Oui, quand il n'est pas sûr d'être aimé. Et comment voulez-vous qu'il sache s'il est aimé? Et pensez-vous qu'il convient à une femme de parler la première ou de s'exposer par cette démarche à être l'objet d'un refus? Bien peu de femmes auraient à craindre ce que vous dites. Mais toutes auraient à le craindre. Et vous cesseriez de sentir du goût pour celle qui vous en aurait le plus inspiré dans l'instant qu'elle vous offrirait une conquête aisée. Oh, cela n'est pas raisonnable. Et l'on doit plus de reconnaissance à quelqu'un qui vous évite des tourments. Oh, que le plaisir d'être prévenu augmenterait mon amour. Il faut que vous vous soyez fait une terrible idée d'une déclaration d'amour. Mais qui veille au don de si effrayant? La crainte de n'être point écouté. La honte d'être forcé de dire qu'on aime. L'embarras de le dire, madame. Surtout pour moi, qui sens bien que je le dirai mal. Ah oui, les déclarations d'amour les plus élégantes ne sont pas toujours les mieux reçues. On s'amuse de l'esprit d'un amant, mais ce n'est pas lui qui persuade. Son trouble, la difficulté qu'il trouve à s'exprimer, les désordres de ses discours, voilà ce qui le rend persuasif. Et ces preuves-là, persuadent-elles toujours? Non, ce désordre vient quelquefois, il est vrai, de ce qu'un homme est plus stupide qu'amoureux. D'ailleurs, les hommes sont assez artificieux pour feindre, et souvent on ne les en croit pas.
Je ne sais pas si je ne préférerais point mon incertitude à une explication qui m'apprendrait qu'on ne me trouve pas aimable. Vous êtes le seul qui trouviez cela si incommode. Mais je remarque que depuis longtemps vous me parlez sur ce sujet. Si je ne me trompe, une déclaration ne vous paraît embarrassante que parce que vous en avez une affaire. Oh, votre silence et votre embarras m'apprennent que j'ai deviné juste. Je veux d'abord que vous me disiez quel est votre choix. Jeune et sans expérience comme vous l'êtes, peut-être l'avez-vous fait trop légèrement. En amour Melcourt, je le veux. Dites-moi qui vous aimez. Oh, madame, je serai bientôt puni de vous l'avoir dit. Oh, comment vous seriez bientôt puni de me l'avoir dit? Mais pensez-vous que je fusse indiscrète? Si c'était une personne telle que vous que j'aimasse, à quoi me servirait-il de le lui dire? Ah, rien, peut-être. Je n'ai donc pas tort de m'opiniâtrer au silence. Oh, nous nous éloignons et je ne vois pas pourquoi il est question de moi dans tout ceci. Mais enfin, si je vous aimais, que feriez-vous donc? Oh, je ne pense pas que sur une supposition, vous ayez attendu une réponse positive. Oserais-je donc vous dire, madame, que je ne suppose rien? Et que voulez-vous à la fin? Oh, Ah, le fracas est seul ce qui en impose aux femmes. Il faut, pour qu'elles aiment, les déterminer à la tendresse et toujours commencer une passion par un trouble extrême. Persac. eh bien, Je prétends que vous m'aimiez, que vous me le disiez, que vous me le prouviez, enfin. devinez-moi si vous pouvez. J'ai du goût pour vous. Mais je ne dis qu'une chose. Rassurez-moi contre tout ce que j'ai à craindre de votre jeune âge et de mon peu d'expérience. Oh, cet aveu me coûte, et vous pouvez m'en croire, le premier de cette nature que j'ai jamais fait de ma vie. Oh. Maintenant, ne poussons pas plus avant une conversation sur laquelle on ne médite déjà que trop ici. Et je ne répondais à tout ce qu'elle me disait que par des sourires niais ou des discours mal arrangés. Mais ma stupidité n'était pour elle que la preuve la plus incontestable que j'étais fortement épris, et je ne voyais jamais plus de tendresse dans ses yeux que quand je lui avais répondu quelque chose de bien absurde. Vous faites donc des nœuds, madame? Elle me lança un regard étonné à cette intéressante et spirituelle question. Je suis fâchée quand j'y songe, que vous soyez resté ici. Mais il ne me servirait de rien de dire ce que je pense. Parlez, madame. Rendez-moi si ce peut digne de vous plaire. Oh, mais levez-vous, quelles sont donc ces folies? Oh, aurais-je le malheur de vous avoir déplu? Vous fais-je des reproches? Vous ne me déplaisez pas. Oh, Melcourt, vous devenez d'une témérité qui m'effraie. Il est temps de vous faire entrevoir de quelle nécessité sont les gradations. Ce mot, et l'idée même qu'il renferme, était encore totalement inconnue. Madame de Lurcé voulut bien prendre la peine de m'instruire. Je mettais en pratique chaque précepte à mesure qu'elle me le donnait, et l'étude importante de dégradation aurait pu nous mener fort loin si nous n'eussions entendu un bruit qui nous força de l'interrompre. Oh, monsieur de Melcourt, ne nous sommes pas tout dire? Il me semble que non. Oh, si j'étais sûre que vous ne faisiez pas inconstant ou indiscret. Monsieur, il est temps que vous vous retiriez. En me pressant de la quitter, elle n'avait point l'air d'une femme qui voulait être obéie. Partez, monsieur, il le faut. Oh, mon cher Versac, je ne savais pas à l'époque que cet impérieux « partez, il le faut » signifiait en réalité « rester, je le veux ». Oh. Après le 18e avec Crépillon-Fils, on passe au 19e, et là je me suis tout simplement inspirée de Balzac, et d'un roman qui m'avait beaucoup amusée, plutôt même plus qu'amusée, passionnée quand j'étais jeune fille,
la duchesse de Langeais, bon, qui fait un peu rêver toutes les jeunes filles romantiques. Et j'ai essayé donc de faire une adaptation théâtrale qui dure à peu près, je crois, 25-30 minutes, ce qui était un petit peu, là, vraiment un défi, arriver à concentrer, à condenser le roman et surtout le faire pour 2 personnages, puisqu'il y a seulement en scène la duchesse et le général de Montevaux. Donc là, c'est plutôt ce qui m'a intéressé et ce qui déjà apparaît dans le 19e et qui est très sensible, c'est effectivement la différence sociale, c'est-à-dire c'est une aristocrate et c'est un général, et c'est cette différence de classe et la superbe de l'aristocrate qui ne peut pas se laisser faire par le général, qui fait le problème amoureux entre eux. Vous ne manquerez jamais de venir à 9h. Vous irez donc au théâtre tous les soirs? Le sais-je. D'ailleurs, que vous importe? Vous m'y conduirez. Pour ce soir, ce serait difficile. Je ne suis pas mis convenablement. Il me semble que si quelqu'un doit souffrir de votre mise, c'est moi. Mais sachez, monsieur le voyageur, que l'homme dont j'accepte le bras est toujours au-dessus de la mode. Personne n'oserait le critiquer. Je vois que vous ne connaissez pas le monde. Je vous en aime davantage. Va pour le théâtre. Serais-je aimé toujours? Sois à moi toute. Je te donnerai le droit de me tuer si je te trahissais. J'écrirai moi-même une lettre. Cet homme est capable de me tuer s'il s'aperçoit que je m'amuse de lui. Mon ange, j'éprouve des tressaillements au seul son de ta voix. L'envie de te sauter au cou m'a souvent pris au milieu du théâtre. Oh mon ange, sois à moi toute. Je te veux. Je te veux, mais personne encore ne m'a jamais dit ce mot, mais il me semble très ridicule, oui, parfaitement ridicule. Vous ne me céderez rien sur ce point? Vous nommez un point à la libre disposition de vous-même. Un point très capital, en effet, et vous me permettrez en ce point d'être tout à fait la maîtresse. Et si je l'exigeais? Pardon? Madame, je n'ai pas le temps d'attendre. Quand je voudrais sérieusement ce dont nous parlons, je l'aurai. Vous l'aurez? Je l'aurai. Oh, pour la curiosité du fait, je serais charmée de savoir comment vous vous y prendriez. Je suis enchanté de mettre un intérêt dans votre existence. Me permettrez-vous de venir vous chercher pour aller au théâtre ce soir? Je vous remets grâce. Monsieur de Marsay vous a devancé. C'est fini. Écoutez-moi. D'autres vous diront que vous leur avez donné la vie. Moi, je vous dis avec délice que vous m'avez donné le néant. Épargnez-vous ces grimaces. Est-ce ou n'est-ce pas un de vos artifices? Après tous ceux que vous avez employés, comment penser qu'il peut y avoir en vous quelque chose de vrai? Rien de vous n'a désormais la puissance de m'émouvoir. J'ai tout dit. Néant. Nada. Faites que je vous vois maintenant. Vous, que j'aime avec ivresse, comme vous avez voulu être aimé par moi, cher ange. Ne m'appelez plus comme cela. Les souvenirs du passé me font mal. Ne voyez ici que la sœur Thérèse, une créature de Dieu. Depuis 5 ans, vous êtes ma pensée de tous les jours. Depuis 5 ans, l'occupation de ma vie, des amis puissants, vous le savez, m'ont aidé à fouiller les couvents de France, Espagne, Sicile, Amérique. Je n'en suis pas libre. Vous en arrivera. Je ne parlais pas de ces liens. J'irai à Rome. J'implorerai toutes les puissances de la terre. Et si Dieu pouvait descendre... Ne blasphémez pas. Vous ignorez ce que vous êtes devenu pour moi. Je ne vous vois plus avec les yeux du corps. France, tout cela! Quand j'entrai dans sa cellule, je vis Madame de Langeais morte. Son visage avait recouvré cette pâleur, ce calme et cette beauté que la mort nous offre comme dernier cadeau. Je m'approchai, la pris vivement dans mes bras, l'emportai morte et, sans vous dire la vérité, la gardai enfermée dans ma cabine. Au cœur de la nuit, ébloui par tant de fixité, penché sur son cœur, je crus entendre
bien placé. Et il n'y a que le dernier amour d'une femme pour satisfaire le premier amour d'un homme. Louise Outreligne, est-ce qu'avec Conversation sur l'infinité des patients, vous avez écrit une pièce libertine? Si j'écris une pièce libertine, en partie, oui, je pense. C'est une pièce qui se compose de 3 volets. Et disons qu'effectivement, le volet du milieu, qui correspond au XVIIIe siècle, puisque c'est 3 volets en 3 siècles, et comme l'est d'ailleurs le XVIIIe siècle en général, assez libertin. Donc c'est une pièce qui est écrite à partir de l'œuvre de Crébillon, Fils. Et c'est vrai que ça raconte l'éducation sentimentale d'un jeune homme par une femme mûre. Et c'est vrai que c'est assez libertin. Mais les 2 autres volets, ils ne le sont pas. Quand je considère votre indifférence, je demeure d'accord avec vous que je vous témoigne trop de passion. Mais je change bien de sentiment quand je considère cette belle âme et toutes ces charmantes qualités qui ont fait mes chaînes. Je trouve alors que je vous montre trop peu d'amour. Ce sont là des pensées qui me font souvent garder le silence. Cela vous laisse rêveur. C'est de qui? Marie-Catherine Desjardins. Cette illustre Marie-Catherine devrait se ressouvenir des maximes de Mademoiselle de Guise. La grande liberté dans les expressions n'est pas toujours l'effet des grandes passions. Vous êtes décidément de méchante humeur. Seriez-vous incommodé par quelques plats servis à ce dîner? Je suis incommodé de ce que mon bonheur soit celui de tout le monde. On vous sait chez moi, on me voit chez vous. Mais enfin, la saison est venue de repartir en campagne. Il est plus que temps de dégager la Loire et de remettre sous l'obéissance du roi toutes ces villes. N'avez-vous ces sortes de choses à me dire, Givry? N'ai-je point d'autre intérêt à votre départ que celui des conquêtes du roi? Madame, ce n'est point assez pour vos charmes que votre amant soit bien. Il faut encore que cet amour ne vous fasse point honte et que la qualité de grand capitaine soutienne celle d'amant. Cette ambition est noble, mais elle n'est pas ici dans son lieu. Elle peut servir à soulager un amant des chagrins de l'absence, mais quand il aime bien, elle ne fait point les entretiens de son départ. Vous ne m'aimez plus, Givry. Et soit que le dégoût ou un trop grand désir d'acquérir de la gloire se soit emparé de votre cœur, je m'aperçois que quelque chose m'en chasse. Avez-vous vu la comédie qu'on donne en ce moment? Oh oui, madame. L'intrigue ne m'en paraît pas neuve, mais j'en aime assez les détails. Elle est noblement écrite et les sentiments qui sont bien développés. Je ne me pique pas d'être connaisseur. En général, elle m'a plu, mais j'aurais peine à bien parler de ses beautés et de ses défauts. Sans avoir du théâtre une connaissance parfaite, on peut décider sur certaines parties. Le sentiment, par exemple, en est une sur laquelle on ne se trompe point. J'ai trouvé dans cette pièce des endroits touchés avec art et il y a surtout une déclaration d'amour qui, à mon sens, est extrêmement délicate et c'est un des morceaux que j'en estime le plus. Oh, il m'a touché comme vous. Et j'en sais d'autant plus gré à l'auteur que je crois cette situation difficile à bien manier. Dire qu'on aime est une chose qu'on fait tous les jours et fort aisément. Oh, je ne serais pas entièrement de votre avis, madame. Je ne crois pas qu'il soit si facile de dire qu'on aime. Je suis persuadée que cet aveu coûte à une femme, car vous n'imaginez pas sans doute qu'un homme risque quelque chose à le faire. Ah, pardonnez-moi, c'était précisément ce que je pensais. Je ne trouve rien de plus humiliant pour un homme que de dire qu'il aime. Mais craignez-vous que je fusse indiscrète? Oh, ce n'est pas ce que je craindrais. Mais madame, si c'était une personne telle que vous que j'aimasse, à quoi me servirait-il de le lui dire?
Ah, rien, peut-être. Je n'ai donc pas tort de m'opiniâtrer au silence. Ah, nous nous éloignons, je ne vois pas pourquoi il est question de moi dans tout ceci. Mais enfin, si je vous aimais, que feriez-vous donc? Ah, je ne pense pas que sur une supposition vous ayez attendu une réponse positive. Oserais-je donc vous dire, madame, que je ne suppose rien? Si le monde est devenu si petit, à nous la faute. Ah non, vraiment, je ne sacrifie pas grand-chose. Alors, vous avez eu bien des peines? Non, madame. Jusqu'aujourd'hui, je ne savais pas ce qu'était le bonheur. Vous le savez donc? Pour moi, le bonheur est de vous voir et de vous entendre. Jusqu'à présent, je n'avais que souffert. Maintenant, je comprends que je puisse être malheureux. Oh, assez. Respectons les convenances, ne faisons pas causer. Je ne sais ce que je dirais, mais la migraine est bonne personne. Y a-t-il théâtre demain? Eh bien oui. Demain, nous irons encore au théâtre. Oui, alors le théâtre de salon ou le théâtre à domicile, c'est un peu une des constantes de notre compagnie. C'est-à-dire qu'on aime bien toujours travailler sur le grand écart. Comme vous savez que par ailleurs, on produit des très gros spectacles à très grosse distribution, comme Les Amants Magnifiques, par exemple. On aime bien aussi retrouver tout à coup ce rapport très très proche, très intime avec le public. Alors il y a le théâtre à domicile, et là le théâtre de salon, c'était aussi une idée par rapport au Limousin, je crois, parce qu'il y a énormément de patrimoine, et on s'est dit que peut-être c'était une façon de tourner en Limousin, de pouvoir peut-être s'installer dans toutes les petites demeures, les petits châteaux, et présenter dans leur patrimoine au public les œuvres du passé. Vous avez un beau pseudonyme, vous avez un titre magnifique pour une de vos pièces, car vous en avez écrit beaucoup. Oui. Vous avez eu d'ailleurs l'année dernière le prix de la SACD des pièces radiophoniques, et ça s'appelle Conversation. On parlera surtout de celle-là, Conversation sur l'infinité des passions, conversation au pluriel. Nous sommes nous-mêmes assises dans une conversation, d'ailleurs. Oui. Alors j'espère que vous y trouverez votre place, avec ce que ça a aussi de violence, de retenue aussi. De retenue, de désir, c'est-à-dire aussi ce que je trouve magnifique dans le flamenco et dans cette danse, c'est vraiment l'évocation de ce que c'est que le désir et non pas ce qui nous submerge actuellement, c'est-à-dire le placardage de ce que pourrait être le plaisir. Oui, de manière moins, enfin différemment. Alors le désir justement est l'objet de ces trois petites pièces dans Conversation sur l'infinité des passions, les désordres de la passion, les égarements du désir, la fatalité de l'amour. Vous nous avez expliqué très vite, peut-être avant de voir un extrait, comment vous avez écrit ce spectacle. Oui, alors très vite, je suis partie des 3 siècles qui nous précèdent, c'est-à-dire 17e, 18e, 19e. J'ai pris un roman dans chaque siècle, un assez inconnu dans le 17e, Madame de Villedieu, mais enfin qu'on peut comparer un peu à Madame de Lafayette. Et l'autre, c'est Crébillon fils pour le 18e. Qui est très connu, qui est Crébillon fils, assez connu quand pour même. Le langage amoureux, puis qui était... Il y avait voilà, parce qu'en plus, il était censeur des lettres. Alors c'est assez amusant parce que lui, il écrivait des ouvrages licencieux. Et puis, alors Balzac, qu'on connaît parfaitement, et j'ai pris La Duchesse de Langeais dans Balzac. Alors à partir de ces 3 romans, j'ai essayé de rassembler ce qui était vraiment les postures amoureuses, les façons de parler, les façons de faire l'amour avec le langage, disons, sur ces 3 siècles. Le langage, c'est la constante plutôt dans les 3 siècles. Oui, parce que c'est une façon de parler l'amour qui est très différente. Alors, on va regarder un extrait. Vous êtes dans cet extrait en compagnie de Jean-Luc Paliès qui a signé la mise en scène. Donc, Conversation sur l'infinité des passions de Louise d'Outreligne, avec comme comédienne Claudine Fievé. C'est la même. Vous y retrouverez à force. Et puis même, c'est pas peut-être très important. Et c'est Affaire 3 Limoges qui nous offre cet extrait. Dites-moi qui vous aimez. Ah, madame, je serais bientôt puni de vous l'avoir dit. Oh, comment vous seriez bientôt puni de me l'avoir dit? Pensez-vous que je fusse indiscrète? Ce n'est pas ce que je craindrais. Mais madame, si c'était une personne telle que vous que j'aimasse, à quoi me servirait-il de le lui dire? À rien. Peut-être. Je n'ai donc pas tort de m'opiniâtrer au silence. Oh, nous nous éloignons, je ne vois pas pourquoi il est question de moi dans tout ceci. Mais enfin, si je vous aimais, que feriez-vous donc? Oh, je ne pense pas que sur une supposition, vous ayez attendu une réponse positive. Oserais-je donc vous dire, madame, que je ne suppose rien?
Même sans les costumes, on peut dater tout de suite, c'est le 18e. C'est le 18e, oui. C'est une manière de tourner autour de la chose et de prendre plaisir par le langage, justement, à pas dire les choses et qu'elles soient entendues. Tout est par en dessous, c'est-à-dire on se comprend avec d'autres mots que les mots directs de l'amour. Quel est le siècle qui vous aurait convenu le mieux pour le langage de l'amour et du désir? À vous, je tergiverse. Je suis très comme ça. A priori, je trouve que la langue du 17e, elle est magnifique parce qu'elle a ce côté de franchise. Ce côté... Alors là, on se disait, je t'aime pas, je en t'ai jamais face, aimé. là dans la pièce, il vient, il lui dit, Madame, je ne vous aime plus, c'est honteux, je suis immonde. Enfin, il dit pas immonde parce qu'il n'emploie pas ce terme, mais il le dit en face. Et ce sont des héros tragiques, si vous voulez. Hein. Ils subissent ça, mais ils le vivent avec grandeur. Alors c'est vrai que la langue est magnifique, cette espèce de franchise dans la langue, cette espèce d'aller droit au but, cette clarté du langage qu'on a beaucoup perdu. Donc à l'intérieur de cette pièce, on a aussi une circulation un petit peu particulière et l'action avance beaucoup par lettres. Ça fait quelques années déjà que je m'intéresse à la notion de lettre au théâtre et comment la lettre est finalement le moteur de la fable. Et ce qui me permet aussi de travailler ce que j'appellerais une certaine forme de distanciation, c'est-à-dire rendre présent la lettre au théâtre comme objet même de l'avancée dramaturgique. Bon, c'est vrai que l'objet lettre est un objet émotionnel qui permet à l'acteur de se transporter immédiatement dans un autre espace, hein, et qui permet, par le fait même, de transporter le spectateur dans un autre espace. Et c'est vrai que c'est pour moi, finalement, un des éléments essentiels de cette scénographie, de cette approche-là, de ce spectacle-là. C'est la lettre comme moteur de la... Alors, est-ce qu'après Les Amants Magnifiques, Didon est né, Conversation sur l'infinité des passions est une nouvelle approche baroque? Oui, disons que c'est une nouvelle approche baroque intimiste. Et je crois que le baroque que j'essaye d'atteindre au travers de mon travail de metteur en scène, c'est finalement essayer de retranscrire les mémoires oubliées, les mémoires humaines, les conduites humaines oubliées, à les conjuguer au présent avec des éléments poétiques de notre mise en scène d'aujourd'hui. Et malgré tout ça, Conversation sur l'infinité des passions est un texte contemporain. Oui, parce que je crois qu'effectivement, il y a, comment on pourrait dire, quelque chose de ramassé dans l'écriture, malgré tout, qui conserve le style, mais qui donne une patte particulière. Déjà, il y a une unité entre les trois styles, malgré tout, et il y a une patte particulière qui je pense, est dans la concision, qui est très contemporaine. Et donc, Louise Doutreling vient de nous offrir cette superbe pièce, Conversation sur l'infinité des passions, qu'on trouve aux éditions des 4 Vents. Oui, je suis très contente de cette édition. J'ai eu la chance d'avoir une belle préface du président de la Société des auteurs. Et je dois dire que le livre plaît bien et je le trouve assez joli. J'espère qu'il aura une longue vie. Merci. Merci. Si l'on ressent faiblement cette fatale manie de la passion, elle est une source intarissable de perfidie. Et si l'on s'y soumet de bonne foi, elle mène jusqu'à l'excès du désespoir. Les réflexions que j'ai faites sur elle pourront vous être utiles. Vous êtes trop jeune pour ne pas avoir Madame de Lurset. Pour vous, c'est un devoir. Si je le prenais moi, ce ne serait qu'une politesse. Mais c'est vous qui, actuellement, avez besoin d'une femme qui vous mette dans le monde. Et c'est moi qui mets toutes celles qui veulent y être célèbres. Votre silence et votre embarras m'apprennent que j'ai deviné juste. Je veux d'abord que vous me disiez quel est votre choix. Jeune et sans expérience comme vous êtes, peut-être l'avez-vous fait trop légèrement. En amour, Bellecour, je le veux. Dites-moi qui vous aimez. Ah, madame, je
serez bientôt puni de vous l'avoir dit. Oh, comment vous seriez bientôt puni de me l'avoir dit? Croyez-vous que je fût indiscrète? Non, ce n'est pas ce que je craindrais. Mais madame, si c'était une personne telle que vous, que j'aimasse, à quoi me servirait-il de le lui dire? À rien. Peut-être. Je n'ai donc pas tort de me cligner très au silence. Oh, nous nous éloignons, je ne vois pas pourquoi il est question de moi dans tout ceci. Mais enfin, si je vous aimais, que feriez-vous donc? Oh, je ne crois pas que sur une supposition, vous ayez attendu une réponse positive. Oserais-je donc, madame, vous dire que je ne suppose rien? Oh. Serez-vous assez cruel pour me refuser votre secours dans la chose la plus importante de ma vie? Oh, si vous ne me demandez qu'un conseil, je puis vous le donner. Plus vos sentiments seront vrais, plus ils vous rendront malheureux. Vous trouverez peut-être singulier, monsieur, que je vous demande une explication. Comment voulez-vous, madame, que je convienne de torts que je ne me connais pas? Monsieur, ce n'est plus de vos discours que je me plains. Mais pourquoi vos façons ont-elles changé? Vous croyez sans doute que, brûlant d'impatience d'être vaincu, je n'attendais que l'aveu de votre passion pour faire celui de la mienne. Que ne savez-vous l'état horrible où vous réduisez mon cœur? Mais levez-vous, que voudriez-vous que l'on pensât si l'on vous surprenait? Que je vous jure tout l'amour et tout le respect que vous m'inspirez. Vous m'aimez donc beaucoup. Et c'est bien ardemment que vous souhaitez du retour. Oh, je ne puis que vous répéter ce que je vous ai déjà dit. Oh non, je ne puis rien vous dire de plus. Je vous défends même de me deviner. Vous n'êtes donc pas sortie aujourd'hui, madame? Eh mon Dieu, non. Il me semblait même que je vous l'avais dit. Comment se peut-il donc que je l'ai oublié? La chose ne vaut pas que vous en fassiez des reproches. Elle est par elle-même si indifférente que j'avais oublié aussi que vous m'aviez promis de venir. La duchesse de Langeais, ainsi se nommait-elle, était mariée depuis environ 4 ans et avait obtenu près d'une princesse une place qui l'autorisait à demeurer à Paris, loin de son mari et sans scandale. Je vous fais attendre. J'attendrai patiemment une éternité si je savais la divinité belle comme vous. Mais ce n'est pas un compliment que de parler de votre beauté. Laissez-moi baiser votre gant. Ah, je vous estime assez pour vous offrir ma main. C'est assez, respectons les convenances. Ne faisons pas causer coquette. Je hais la coquetterie. Être coquette, mais c'est se promettre à plusieurs hommes et ne pas se donner. Se donner à tous, c'est du libertinage. Voilà ce que j'ai cru comprendre de nos mœurs. Mais accorder à chacun sa petite dose de flatterie, cela me paraît aussi nécessaire que mettre des gants, des diamants, des vêtements. Le discours est la partie morale de la toilette. N'êtes-vous pas heureux comme ça? Je suis heureux quand je n'ai pas de doute. En amour, douter, c'est mourir, n'est-ce pas? Oh mon ange, mon ange, mon ange. C'est fini. Ne criez pas, madame la duchesse. J'ai la migraine. Oui. J'étais pris par le coup, madame la duchesse. Acier contre acier, nous verrons quel cœur sera le plus trempé. Si l'ayant lu, vous n'êtes pas à 8 heures précises à votre porte où je vous attendrai. Je disparaîtrai à jamais. Oui. Je reconnais toujours la duchesse ignorante des plaisirs de l'amour, toujours insensible, sous des apparences de sensibilité. Ma mère, j'ai menti, cet homme est mon amant. Ah! Quand il entra dans sa cellule, M. de Montriveau vit Madame de Langeais morte. Son visage avait recouvré cette pâleur, ce calme et cette beauté que la mort nous offre comme dernier cadeau. Il s'approcha, la prit vivement dans ses bras, l'emporta morte.
précieux, c'est une chose profonde. C'est pour ça qu'il faut défendre ce territoire, ce territoire où encore des humains peuvent s'adresser à d'autres humains au travers de fiction et de mensonges. On est dans un rapport au théâtre complètement fou, où des gens viennent assister en direct à des émotions qui sont fictives. Hein, mais en même temps qui sont vraies. C'est le lieu du plus grand mensonge qui devient le lieu de la plus grande vérité. La vie de famille dans tout ça? Ah ben c'est... oui, j'ai beaucoup d'enfants à gérer aussi, mais c'est un plaisir, enfin c'est un peu la même chose, quoi. C'est une question d'organisation, de gestion du temps, beaucoup, mais c'est surtout, enfin pour moi c'est surtout très très nécessaire, très équilibrant en tout cas, d'avoir, de ne pas perdre pied justement dans le théâtre ou dans la fiction. Elle baissa les yeux. Je la pressai de me regarder. Je l'obtins. Nous nous fixâmes. Je lui trouvai dans les yeux cette impression de volupté que je lui avais vue le jour qu'elle m'apprenait par quelle progression on arrive au plaisir de l'amour. Est-ce que c'est pas un petit peu difficile pour vous, qui n'écrivez pas, que de vivre aux côtés d'une femme qui est à la fois comédienne, et comédienne primée, et écrivain? Oh bah non, c'est un grand honneur. Non, je crois que... Pourquoi difficile? La vie de saltimbanque, c'est pour vous ou pas? Bah oui, à partir du moment où on joue tous les soirs, on peut dire qu'on fait partie de la vie de saltimbanque, mais en même temps, on se lève tous les matins pour s'occuper des enfants. Tout est un tout petit peu plus compliqué, surtout quand on veut avoir apparemment une vie normale. Tout est un tout petit peu plus compliqué, parce que quand on travaille le soir, tout bêtement, ne serait-ce que par exemple pour trouver une nourrice qui veuille bien garder nos bébés et nos enfants le soir, c'est compliqué. Alors, Jean-Luc Paillès, Claudine Fievé, ça fait 4 personnages dans 2 êtres humains. Comment ça se passe? C'est bien, non? Oh oui. C'est suffisant, peut-être. C'est vrai? Je sais pas, oui. Il y en a assez? Pas 3,5, parce que moi, en tant que metteur en scène et comédien, c'est relativement proche tout de même. C'est que vraiment, je pense que pour Claudie, il y a vraiment une scission entre l'auteur et la comédienne tout de même. Oui, mais enfin, quand tu joues, t'es plus difficile. Oui. Voilà, quand tu joues, t'es plus difficile, un petit règlement de compte quand même en passant entre deux. Direct. Donc ça s'appelle Conversation sur l'infinité des passions et c'est à l'Hôtel Lutetia et c'est jusqu'au 12 janvier. Ils s'entendent aussi bien sur scène qu'à la ville. Très bien sur scène.